Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook, le podcast du club événementiel de l'association alumni IAE Savoie-Mont-Blanc qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun ? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Roadbook. Dans ce 6e épisode, nous allons aborder les particularités de l'événementiel en agence et chez l'annonceur, plus précisément dans une collectivité. Pour cela, je suis ravie d'accueillir Stéphane Bouvet et Amandine Sérigna. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que je peux vous laisser vous présenter, me dire un petit peu d'où vous êtes originaire, votre poste, ce que vous faites et puis surtout votre promotion aussi. Amandine, est-ce que tu veux commencer ? Oui, je suis Amandine Sérigna, je suis originaire de Grenoble en Isère et donc mon poste actuel, je suis chargée de projet événementiel au département de la Haute-Savoie, donc dans une collectivité effectivement. Donc je m'occupe surtout de l'activation des partenariats événementiels au département. Ça concerne principalement les événements sportifs, même si on a aussi quelques événements culturels. Et donc, ça va du départ avec le lien avec le partenaire et jusqu'à l'activation finale, donc tout ce qui est opérationnel et logistique le jour J. Et puis, pour ma promotion, je suis issue de la promotion 2017. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, à ton tour. Alors moi je suis originaire des Deux-Sèvres, c'est le département que personne connaît dans l'ouest de la France, à 1 heure de La Rochelle à peu près et pas très loin de Poitiers pour préciser. Moi je suis arrivé pour ma licence du coup à Chambéry et j'ai fait partie de la 2e ou 3e promotion événementielle à l'époque où il n'y avait pas encore le master, ça s'arrêtait à la maîtrise et c'est pendant justement ma maîtrise que la réforme LMD a été mise en place, donc ça a permis de faire la 5e année. Et donc promo 2007, 10 ans avant. Aujourd'hui, je suis directeur de l'agence Léon, qui a récemment changé de nom et qui fait partie d'un groupe événementiel dans lequel il y a plusieurs sociétés et pour lesquelles j'ai aussi une vue globale puisque je suis associé. Très bien, super. Alors vous avez un petit peu spoilé les questions que je vais vous poser après, mais c'est pas grave, ça nous permettra d'aller plus en détail dedans. Pour commencer, du coup, moi la première question que j'aime bien poser aux invités, c'est qu'est-ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez petit ? Est-ce que vous aviez déjà cette fibre événementielle au fond de vous ou pas du tout ? Amandine, peut-être ? Alors moi, au départ, je voulais être journaliste, et particulièrement journaliste, plutôt reporter voyage. Donc après le bac, j'ai essayé de postuler à des études de journalisme et puis ça n'a pas fonctionné, j'ai pas été retenue. Et donc je me suis tournée vers l'autre branche qui m'intéressait au départ, c'est le tourisme. Et j'ai fait un BTS tourisme en Isère. Et c'est par le biais de ce BTS en fait que j'ai découvert l'événementiel en étant sur des salons à la base et ensuite en étant bénévole sur un événement grand public. Et c'est ça qui m'a donné envie de me diriger vers l'événementiel. Et derrière, j'ai enchaîné en allant à Chambéry à partir de la licence aussi. Donc c'était la licence tourisme, hôtellerie, loisirs avec l'option loisirs. Et puis après, je suis plus partie de Chambéry. J'ai enchaîné avec le master. Voilà, donc ça n'a pas été la première idée, l'événementiel, mais c'est par le biais du tourisme effectivement que j'ai découvert cette fibre organisationnelle, qui m'intéressait vraiment. Très bien, ça a été un parcours assez logique quand même finalement. C'est ça. Et toi Stéphane, est-ce que tu avais déjà cette fibre ? Alors pas du tout, moi c'est un petit peu comme Amandine, je pense que j'avais jamais pensé à ça avant. Juste après le bac, j'ai fait une année de fac de sociaux et de musicaux en même temps, tout simplement parce que j'avais pas été pris dans les écoles que j'avais visées dans le management du sport, donc j'étais peut-être un petit peu plus sur le côté sport.
aussi un petit peu musique. C'est pour ça que j'ai fait musico, parce que je fais de la musique depuis très longtemps. Et au final, après, j'ai fait un DUT dans une école de management de structures sportives, donc en 2 ans. Et finalement, petit à petit, j'ai pris le goût à organiser, on va dire, des choses pour l'université. Et c'est là peut-être qu'est né le côté événementiel. Donc, j'ai voulu continuer après le DUT, et c'est en licence. Donc, j'ai été pris à Chambéry, et donc là, ça a été assez clair. La licence était restée un petit peu généraliste peut-être sur le tourisme, et puis ensuite on pouvait vraiment s'orienter sur la partie transport, sur la partie tourisme, sur la partie loisirs. Donc à l'époque ça s'appelait loisirs, c'était pas trop événementiel, mais en tout cas c'était ça. Et puis j'ai pris de plus en plus goût, on va dire, à ça, et je suis rentré en fait dans tout ce qui était association des étudiants, plus une association qui s'appelait à l'époque Médulo Pro, et qui était en fait une mini agence d'intérim au sein de l'université pour mettre en relation les étudiants avec les sociétés, et on travaillait vraiment comme une entreprise. Donc ça m'a beaucoup formé. Ça n'existe plus malheureusement, et voilà. Effectivement, ça avait l'air d'être plutôt intéressant. C'est dommage que ça n'existe plus. Super. Et bien, écoutez, comment vous vous êtes du coup passé de la fin de vos études à votre poste actuel? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, du coup, le master 2, il est toujours d'ailleurs en alternance. Donc, j'ai trouvé mon alternance au département de la Savoie, et je ne suis plus partie. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. En gros, j'ai enchaîné plusieurs CDD après la fin de mon alternance, et jusqu'à ce que le poste soit créé. Et derrière, vu que c'est une collectivité, c'est pas un CDI, mais c'est une titularisation sur le poste. Voilà. Et c'est assez récent puisque j'ai été titularisée l'été dernier. D'accord. Donc ça a Voilà. été un coup de foudre au début et du coup un coup de C'est foudre ça. immédiat qui est resté sur la durée. C'est ça. Ça marche. Stéphane, toi, comment tu es, parce que tu es sorti du coup il y a un peu plus longtemps, est-ce que tu es resté dans cette entreprise tout le temps? Merci pour le un peu plus longtemps. Non, bien, Alors moi c'est un petit peu différent, je vais faire la transition avec ce que je disais avant. Effectivement, l'association Médulo Pro a permis en fait de mettre en relation les étudiants avec les sociétés, et on s'incluait nous, je dis nous, le bureau aussi, en tant que qu'étudiants pour ces missions-là qui étaient en général à la journée, à la demi-journée, et ça nous a permis de travailler dans l'événementiel, notamment aussi avec Jean-Philippe Delage, que je salue, qui était le responsable de notre filière. On était principalement 2, avec mon meilleur ami de promo, tout simplement. Et finalement, Jean-Philippe a parlé de nous à une de ses relations professionnelles, qui était également directeur d'une agence événementielle. Donc c'était Caméléon. Et finalement, on est rentré donc en même temps en stage. À l'époque, c'était pas une alternance, on était encore en stage. Donc ces 2 meilleurs potes de promo sont rentrés en stage au même endroit, avec une possibilité de CDI à la fin du stage. Et donc effectivement, c'est la même société pour laquelle je travaille aujourd'hui. Donc l'année prochaine, je fêterai mes 15 ans, et j'ai jamais fait autre chose, même si le poste a énormément évolué. Mais je veux pas spoiler. oui. Et est-ce que du coup ton ami de promo était en stage avec toi? Est-ce qu'il est resté aussi? Alors, on était finalement 3, parce qu'il y avait aussi une jeune fille de La Rochelle. On s'appelait Riri, Fifi et Loulou. On était 3 stagiaires, et il y avait en fait 2 CDI à la clé. Donc ça nous a mis un petit challenge en disant c'est un peu la compète. Et en fait, ça n'a pas du tout été la compète entre nous. On s'entendait très bien. Finalement, il y a 3 CDI qui ont été créés à la fin du stage, et on a été tous les 3 recrutés. Super. Et est-ce que vous êtes toujours encore là au bout de 15 ans? Alors non, malheureusement, je suis le seul. Cependant, alors Anne finalement a eu le poste, mais ne l'a pas pris, puisqu'il fallait absolument qu'elle reste au bord de la mer, donc c'était un peu plus difficile. Et Romain est resté 10 ans chez nous. Donc il est parti maintenant, mais il est resté 10 ans chez nous. Super, comme ça on a des nouvelles aussi des autres personnes de ta promo, donc ça fait plaisir. Très bien. Eh bien, écoutez, on a fait la première partie assez rapidement, et du coup, vu que vous avez un petit peu parlé de vos missions auparavant, est-ce que je vous laisse un petit peu développer peut-être quel est votre quotidien avant d'embrayer un petit peu plus sur les questions relations entre agence et annonceurs?
Oui. Donc au niveau du département, donc moi je m'occupe vraiment de l'activation des partenariats, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est à partir du moment où on décide de verser une subvention à un événement au niveau du département. Donc c'est les élus qui prennent ces décisions en commission. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'interviens pour réfléchir à comment on va activer ce partenariat. Ça veut dire comment la collectivité va pouvoir être visible sur l'événement en termes de contrepartie, qu'est-ce qu'elle va pouvoir obtenir en contrepartie entre guillemets. Et donc la majorité du temps, ça se développe sous forme de stand, notamment sur les événements sportifs. Et l'idée, c'est de réfléchir à la thématique qu'on veut aborder sur ce stand, comment on veut l'aménager, à qui ça s'adresse, et ensuite de développer le projet à la fois sur les aspects techniques, organisationnels pour le jour J, donc humain, qui va tenir le stand, etc. C'est souvent fait en interne. Et puis voilà, ensuite un bilan à la fin de l'opération, puisque ce sont majoritairement des événements grand public. Donc voir comment ça a fonctionné, combien on a eu de personnes qui sont passées sur le stand, et voir ce qu'on peut améliorer pour les éditions suivantes, puisque souvent nos partenariats sont renouvelés d'une année sur l'autre. Très bien, merci beaucoup. Stéphane, quelle est l'ampleur de ta mission dans ton cas ? Alors je peux parler de celle d'aujourd'hui, mais surtout ça a évolué, comme je l'ai dit, puisque je suis rentré en stage. C'est une société qui s'est énormément développée, à la fois géographiquement avec l'ouverture de pas mal de bureaux, et c'est ce qui a été un petit peu ma chance au départ, puisque quand on est rentré en stage, il y avait une seule structure qui était à Morzine, là où tout est né, et là où le siège social est toujours aujourd'hui. Et en fait, finalement, on est arrivé, il y avait un gros développement. Et il y a eu tout de suite l'ouverture de plusieurs bureaux, et on a été en fait projeté au bout de 6 mois pour Romain et puis 1 an pour moi sur l'ouverture d'un bureau. Donc sur une partie organisationnelle d'événements. Donc là, on n'est pas en collectivité, on est vraiment en entreprise. Pour ma part, c'était au sein du Hilton à Évian-les-Bains, où là, on est parti de zéro avec l'ouverture d'un bureau en partenariat avec l'hôtel pour pouvoir les accompagner dans la signature des dossiers à l'hôtel, et du coup s'occuper de toute la partie qui ne concerne pas l'hôtel, donc hors hôtellerie, hors hébergement plutôt, et hors restauration dans l'hôtel, et tout ce qui était donc du coup repas à l'extérieur, soirée, activités, transport, et toute la partie événementielle des prestations artistiques, techniques, etc. Donc c'est comme ça que c'est évolué. J'ai fait le choix au bout de 3 ans de faire un break. Je suis parti 18 mois en Amérique du Sud, sans date de retour. Et finalement, je suis revenu chez Caméléon, cette fois-ci sur le bureau de Genève, où on avait ouvert aussi. J'ai fait quelques années là-bas, et puis ensuite on s'est développé. J'ai repris la direction en même temps du bureau d'Annecy sur la partie agence événementielle. Et dans l'année qui vient de se passer, on va dire, on a divisé toutes les activités de la société Caméléon en plusieurs métiers spécifiques qui ont donné naissance à un groupe événementiel dans lequel le client peut trouver vraiment des spécialistes dans chaque domaine. Donc il y a plusieurs structures, 4 principales. Il y en a une qui s'occupe de la création et de la production de team building. Il y en a une autre qui propose des structures éphémères qui s'appelle Village Igloo, et qui donc a 4 structures dans les Alpes de 300 mètres carrés qui sont ouvertes au public et qui sont utilisables aussi dans le cadre des groupes et des séminaires. Une agence réceptive spécialisée dans les Alpes avec un certain nombre de bureaux qui sont donc sur Évian, sur Genève, sur Annecy, sur Chamonix, sur les Arcs. Voilà. Et puis après l'agence événementielle, donc aujourd'hui je gère plus spécifiquement, et qui elle donc est basée sur Annecy aussi, sur Genève et sur Amsterdam depuis quelques mois. Donc là avec un vrai développement européen et un travail dans le monde entier. Et là, du coup, dans la réorganisation que vous avez effectuée il y a quelques mois, est-ce que vous avez uniquement découpé les activités que vous aviez déjà, ou vous en avez profité pour intégrer d'autres activités ? Alors, il y a d'autres activités. Le gros avantage, c'est qu'on a
remixé le tout sous la forme d'un groupe. Donc c'est vraiment un groupe événementiel sur lequel on communique pas directement, mais qui intègre effectivement plusieurs sociétés spécialisées dans leur métier. Donc là, j'ai parlé des 4 principales. Il y en a d'autres et d'autres en cours de développement dont je peux pas encore dévoiler tous les secrets, mais le but c'est effectivement de continuer à se développer et on est sur une grosse ascension à ce niveau-là. Très bien. Donc le but en fait de cette thématique, c'est effectivement de parler des particularités aussi de l'agence, de l'annonceur et puis en l'occurrence Amandine du coup de travailler en collectivité. Du coup, Amandine, toi, de quel département, quelle direction on va dire dépends-tu? Et comment t'organises-tu? Voilà, quelle est l'organisation, on va dire, du coup, de ton travail au niveau de la collectivité? Alors, moi, je dépends de la direction de la communication institutionnelle au département. On est un service d'une vingtaine de personnes. On est un petit peu organisé comme une agence de com au final. On a plusieurs services. On a le service presse, on a le service édition et contenu, notamment réseaux sociaux. On a un photographe, on a un graphiste, pardon. On a une unité administration et finances. Qui c'est que j'oublie. Et puis on a la communication interne aussi, qu'on a récupéré récemment. Donc voilà, on est assez nombreux finalement, et on travaille beaucoup en transversalité sur les projets. Donc voilà, c'est assez intéressant comme fonctionnement parce que ça permet de voir les différents métiers aussi de la communication. Et derrière, on peut aussi travailler avec une plus grande transversalité au niveau des autres services du département, notamment quand on va aborder, par exemple, la thématique environnement. Et ben, on va forcément travailler en lien avec le service environnement. Chez nous. Il faut savoir que le département de la Haute-Savoie, c'est une collectivité de plus de 3000 agents. Donc au final, on est quand même voilà un gros organisme, on va dire. Et puis ça peut être aussi avec le service des sports, pour tout ce qui est événements sportifs, la culture, on a un service culture aussi. Voilà, donc c'est très transversal déjà en interne. Et derrière, pour le processus, comment ça fonctionne vis-à-vis des agences. Nous, on fonctionne par le biais des marchés publics. On est obligé de fonctionner comme ça. Voilà, c'est le fonctionnement. Ça permet l'équité entre les différents prestataires qui vont répondre. Ça se présente sous la forme d'un appel d'offres. Donc en fait après ça dépend des montants de chaque projet. Et c'est plus ou moins simple et rapide si c'est un petit montant budgétaire, et dès qu'on va dans des montants plus importants, ça se complique un petit peu en termes de procédure administrative, puisque on a un service qui s'appelle la commande publique au département et qui gère tout cet aspect avis de publicité, etc., des appels d'offres en ligne. Voilà. Donc pour mes missions, moi je m'occupe de la partie rédaction de cahier des charges quand on a un besoin. Ça peut aller d'une prestation de sonorisation à la conception globale d'un stand. Donc c'est pas du tout les mêmes montants. Et donc de fixer les critères. Donc il y a 2 critères principaux qui sont le critère prix et le critère valeur technique. Et donc après, c'est en fonction du projet et de ce qu'on veut mettre en valeur, le pourcentage qui est attribué à chaque critère peut varier. Voilà. Et ensuite, je transmets le cahier des charges. Si c'est rapide, c'est par mail et on est obligé de consulter 3 prestataires minimum. Et si c'est un montant plus important, ça part à la commande publique qui fait un avis de publicité. Voilà. Très bien. Donc là, super, on a déjà un petit peu introduit du coup la thématique des appels d'offres qu'on voulait aborder du coup ensemble. Stéphane, du coup, est-ce que vous travaillez avec les appels d'offres en tant qu'agence ou pas déjà? Alors, appel d'offres, oui, dans le sens où l'époque où les sociétés n'interrogeaient qu'une société n'existe quasiment plus. Donc sur 99% des cas, c'est un appel d'offres. Après, si la question elle est sur les appels d'offres publics, effectivement, on répond
très peu finalement. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises, ça nous est arrivé de travailler dans ce cadre-là, mais ça a été assez rare. Donc finalement, on est quand même très souvent ou la plupart du temps en contact direct avec des sociétés, donc pas des organismes publics mais des privés. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix ou pas forcément? Il y en a pas vraiment, non. Il faudrait peut-être ou ça viendra peut-être quand on sera un peu plus gros, ou parce que tout simplement, effectivement, les règles dont parle Amandine peuvent, en tout cas pour nous, être des fois contraignantes dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui répondent et parfois quelques difficultés à avoir tous les détails de la prestation à fournir. Puisque dans la communication, on s'est rendu compte que c'était un petit peu moins facile que d'avoir des corporates en ligne avec qui on peut plus facilement échanger. Alors, je veux pas du tout en faire une généralité, hein, mais en tout cas, en tant qu'agence, effectivement, c'est des fois des dossiers qui sont un petit peu plus compliqués à monter par manque d'informations. Oui, parce qu'on est effectivement tenu de ne pas trop détailler notre demande, justement par un principe d'équité, pour que plusieurs prestataires puissent répondre et que ce soit pas ciblé sur un seul. Donc parfois, il peut manquer certains détails précis ou techniques parce que c'est fait exprès pour effectivement laisser la possibilité aux prestataires de faire des propositions, voilà, et que ce soit pas forcément les mêmes propositions d'un prestataire à un autre, ce qui nous permet nous d'avoir suivant nos critères, de pouvoir choisir. Je dirais la deuxième raison aussi, parce que c'est comme l'a dit Amandine, il y a un gros critère prix. Donc évidemment, nous on est confrontés à la même chose avec les sociétés, sauf que dans la stratégie qu'on a, on essaye dans la mesure du possible. C'est un peu plus dur forcément depuis quelques temps puisqu'il y a eu moins de travail, de ne pas raisonner que là-dessus, puisque on se veut de devoir apporter le maximum de valeur ajoutée à nos dossiers, et cette valeur ajoutée, elle a un coût. Et donc, si elle a un coût, c'est beaucoup plus difficile de rentrer obligatoirement dans alors le respect du budget évidemment, mais dans cette course, on va dire au prix le moins cher, puisqu'on va être en compétition dans ces appels d'offres publics avec des gens qui vont peut-être vouloir tirer les prix le plus possible vers le bas. Et nous, on n'a pas cette stratégie. On veut apporter de la valeur ajoutée, donc le but n'est pas d'être cher, mais le but est d'être juste en termes de prix. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé, par exemple, sur la crise économique en 2008, à ne pas casser les prix et à rester, on va dire, sur une tarification juste par rapport à ce qu'on pouvait proposer. Et on s'est rendu compte en plus à ce moment-là que, en général, ceux qui avaient baissé énormément leur prix à ce moment-là avaient eu énormément de mal à se relever après, puisque c'était très difficile de réaugmenter les tarifs. Oui, j'imagine que c'est toujours plus facile de baisser les tarifs qu'après de faire comprendre au client que finalement... Le client s'habitue. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, Stéphane, donc vous répondez pas forcément du coup avec l'agence aux appels au marché public, mais comme tu le disais, il y a tout souvent quand même une mise en concurrence de la part des entreprises. Comment quel temps vous allouez en fait à répondre à ces demandes? Puisque j'imagine qu'à chaque fois vous pouvez pas gagner, mais que ça prend quand même beaucoup de temps de trouver l'idée, etc. Donc comment vous faites pour définir là on va y aller, on va répondre, on va faire un dossier béton, et là non, ça vaut pas le coup? Alors sur cette première question, c'en est pas vraiment une, parce que en 15 ans, je me rappelle pas vraiment d'avoir dit non à un client. On répond toujours. C'est arrivé, mais ça a été très très rare. Donc on répond. Ou alors faut vraiment que ça soit en dehors de notre savoir-faire, mais ça a été assez rare. Et puis on aime bien se lancer dans des choses même qu'on connaît pas, parce qu'on sait notre qualité d'organisation après, donc on fera tout pour essayer de répondre au mieux à la demande. Donc ça, c'est la première chose. Après, mon rôle aujourd'hui, effectivement, il est assez stratégique sur l'analyse en fait de d'où vient la demande, quel est l'historique avec le client, quel est l'objectif, quels sont les concurrents qu'on a, parce que comme je le disais, on est en appel d'offres. Et au-delà du travail de l'offre qu'on va rendre en elle-même, c'est de plus en plus stratégique pour gagner les dossiers. Donc aujourd'hui, c'est mon rôle pour comprendre par quel biais on va réussir à répondre. Sur les offres, on peut passer quelques heures sur les dossiers les plus simples, jusqu'à là actuellement 1 mois et demi à peu près de travail pour rendre simplement un séjour sur le Japon,
pour un client français, mais avec une demande très spécifique, un budget très important. Voilà, donc 1 mois et demi de travail qui effectivement n'est pas rémunéré, puisqu'aujourd'hui les appels d'offres sont gratuits, on va dire, dans le secteur, avec un pourcentage de chance de gagner qui est de l'ordre de 25% à peu près. C'est la moyenne, en gros, dans le type d'agence qu'on est. Donc c'est pas évident à gérer, puisque effectivement c'est quand même du temps passé. Bien sûr. Amandine, est-ce que, vous lancez un marché public, combien de temps à l'avance? Parce que là, par exemple, du coup, répondre à une entreprise peut prendre de quelques heures à plusieurs mois. Comment ça fonctionne au niveau de la temporalité jusqu'à la prise de décision finale pour vous en collectivité? C'est un peu pareil, oui, effectivement. Si effectivement je demande je fais un appel d'offres pour une prestation de sonorisation, ça va aller très très vite. Ça va être de l'ordre d'une semaine de délai pour les entreprises en termes de réponse. Et derrière, nous, ça nous prend 1 ou 2 jours maximum pour analyser et rendre une réponse. Donc ça, c'est très rapide. Après, pour ce qui est des gros projets, ça peut être effectivement la conception d'un stand qu'on va pouvoir réutiliser sur plusieurs événements. Donc, il faut qu'il soit modulable. Voilà. Plus c'est complexe, plus ça prend du temps à la fois pour nous de rédiger le cahier des charges. Et ensuite, derrière, dans la procédure administrative, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois aussi, puisque nous, en fonction du montant, ça va en commission d'appel d'offres pour être validé. Et ensuite, c'est publié. Le délai de publication, c'est minimum 3 semaines quand c'est en commande publique. Et ensuite, quand les entreprises répondent, donc elles ont 3 semaines pour répondre. Et quand elles répondent, derrière, on doit analyser leurs offres. Et donc, ça peut nous prendre un peu plus de temps vu que c'est un projet plus complexe. Donc en général, oui, ça peut s'étaler sur plusieurs mois quand c'est des gros projets. Mmh. Et du coup, tu parlais par exemple de l'exemple des stands, que vous faites appel du coup à des entreprises externes pour la conception, etc. de stands. Ces stands, vous, j'imagine, les réutiliser sur plusieurs événements. Est-ce que vous allez du coup faire par exemple un appel d'offres pour la conception de ce stand-là ou pour la conception de plusieurs stands sur la durée? Enfin, ma question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des appels d'offres pour une durée plutôt que pour un événement ou un but précis? Alors c'est ce qu'on va essayer de faire, oui, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, on avait, ça fait 2 ans maintenant, qu'on avait un marché pour un stand modulable, mais qui était vraiment axé sur une seule thématique, qui était la conciliation du sport outdoor et de la protection de l'environnement. Donc ce stand, on a vu que c'est une thématique assez large et qui convient bien sur les événements sportifs, et que c'est majoritairement ça qu'on a. Il convenait bien et le marché arrive à son terme. Donc effectivement, on est en réflexion là-dessus. Et donc jusqu'à maintenant, on avait un marché pour un stand réutilisable sur plusieurs événements, et donc ça a duré 2 ans. Voilà, et l'idée c'est d'avoir plutôt ça plutôt que de devoir faire la demande pour chaque événement. Ok, je vois. Stéphane, vous, du coup, vous répondez aux demandes des clients que vous avez. L'événement se fait. Derrière, est-ce que ces clients, du coup, font appel sur la durée à vous tout le temps, qu'ils deviennent des clients de votre portefeuille et sur la durée? Alors, c'est le but, forcément. On a eu un développement où on a eu énormément de fidélisation des clients, donc c'était aussi à une époque où il y avait moins de concurrence, donc à partir du moment où l'événement se passait bien et qu'on avait un bon relationnel avec les clients, on arrivait à le garder facilement, au moins d'année en année, et puis à le développer sur d'autres événements, puisqu'une même société peut avoir des événements très différents entre les comités de direction, les conventions annuelles et nationales, des lancements de produits, des inaugurations de locaux, donc sur le plan événementiel, il y a des sociétés qui sont très actives et qui peuvent avoir beaucoup d'événements par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus concurrentiel, mais on essaie de garder toujours une ligne, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, de qualité,
de personnalisation, de valeur ajoutée par rapport à nos idées. On dit aujourd'hui dans le milieu que on garde un client 2 à 3 ans en moyenne. Donc bon, heureusement chez nous c'est plus long, mais c'est le cas. Donc ça veut dire que on sait que le client a une durée de vie comme ça de quelques années. Ça veut pas dire qu'il reviendra pas, puisque on a beaucoup de cas où le client va voir ailleurs, travaille avec quelqu'un d'autre et on le récupère après. Donc voilà. Mais évidemment le but c'est de pérenniser et on a mis en place un service commercial aujourd'hui qui et un process qui fait que y a pas de rupture, on va dire, dans la chaîne entre la fin d'un événement, la relance pour un autre, qui nous assure normalement une certaine continuité. Et malheureusement, nous, on ne peut pas avoir ça. On peut pas être fidèle effectivement avec nos prestataires puisque on est soumis à ce principe d'équité et donc à cette relance de marché. Donc c'est pas parce qu'un prestataire a un marché pendant 2 ans qu'il aura le marché suivant. Voilà, c'est ça effectivement la grosse différence. Alors pour compléter après dans l'avantage qu'on a, c'est que forcément un client qui travaille avec la même agence, quand ça fonctionne, il y a un intérêt économique et nous on joue vraiment le jeu, c'est-à-dire que quand c'est sur plusieurs années, il y a de l'achat de matériel plutôt que de la location, il y a des choses qui font que il y a un intérêt économique à partir de la deuxième édition qui intéresse forcément le client. Donc aujourd'hui, nous on est aussi sur du stockage dans nos locaux qui permet au client de se libérer de ça et de récupérer son matériel l'année d'après sans remettre une enveloppe dessus. Très bien. Je voulais finir cette partie vraiment agence-annonceur sur une note un petit peu plus actuelle. On sait évidemment que sur les entreprises qui font, j'imagine, appel à vous, le Covid a eu un impact énorme, que votre activité a dû fortement baisser. Amandine, du coup, est-ce que ça a eu un impact sur les budgets qui sont alloués à l'événementiel aussi au niveau de la collectivité ? Oui, ça a eu un impact et alors nous le budget de toute façon il est alloué donc on doit l'utiliser. Donc ça nous a permis de faire des projets de fond, justement des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, de revisiter certains événements parce que j'en ai pas parlé au début, mais on crée aussi certains projets de A à Z. C'est le cas notamment de l'événement Rando Glières qui va avoir lieu début juin. Et donc ça permet d'allouer un petit peu plus de budget sur certains projets qu'on va créer en propre ou de les revisiter. On a fait aussi des événements digitaux dans l'hiver. Voilà, donc on l'a réutilisé comme ça. On a fait le budget qui était alloué à l'événementiel a pu basculer aussi au contenu. Ça nous a permis de faire des contenus vidéo pour la promotion du département qu'on n'aurait peut-être pas fait sinon. Donc voilà, ça a permis de l'utiliser différemment, mais on a eu quand même quelques projets là entre septembre 2020 et maintenant. Il y a eu le passage du Tour de France en septembre 2020 et on a créé un village entier sur le plateau des Glières, donc de A à Z. Donc ça c'est vraiment un événement organisé en propre par le département. Et puis après on a habituellement la soirée des lauréats sportifs. Le département est en collaboration avec le CDOS sur cet événement. Le CDOS, c'est le comité olympique et sportif au niveau départemental. Et habituellement, c'est une cérémonie de remise de prix où on récompense les jeunes sportifs au Savoyard et les bénévoles qui s'impliquent dans les clubs, etc. Et là, elle n'a pas pu se faire en présentiel au mois de décembre. Donc, effectivement, c'est un événement qu'on a revisité et qu'on a fait en version digitale via 8 Mont Blanc. Voilà, partenariat qu'on a avec 8 Mont Blanc. Donc oui, ça a été réutilisé, effectivement. Stéphane, est-ce que vous avez le cas de clients qui ont décidé de maintenir leur budget événementiel en totalité ou partiellement et qui ont aussi, comme ils l'ont fait au département, choisi de du coup l'utiliser pour faire quelque chose de différent d'habitude ? Alors, maintenir leurs événements, non. Maintenir leur budget, oui. En priorité utilisé quand même pour de l'événementiel, donc c'est ce qui nous a permis de faire un petit peu d'événements digitaux depuis 1 an et de continuer un minimum d'activité, même si ça n'a rien à voir avec le volume habituel, pardon. Et je dirais que les budgets dans la majorité n'ont pas été coupés parce qu'on a énormément de clients qui sont dans des secteurs finalement qui n'ont pas totalement souffert et avec des budgets dépensés, donc plutôt des coups de fil en disant sur l'année fiscale mon budget est à dépenser avant telle date. Et en fait, je peux pas. Donc après, effectivement, j'ai pas toutes les réponses sur comment les budgets ont été utilisés.
mais on a un client principalement qui avait un budget jusqu'à fin mars d'une année entière et il n'y a eu aucun événement puisque on a été confiné mi-mars l'année dernière. Donc sur une année d'événements, il y a eu 0 de dépensé. J'ai pas la réponse sur comment il a été utilisé. Il a dû être utilisé. Il n'est pas reporté sur l'année suivante. Mais en tout cas, c'est pas des budgets qui ont été coupés. Donc oui, ils ont été réutilisés pour autre chose. Très bien. Écoutez, notre entretien touche à sa fin. La dernière question qu'on pose généralement, c'est selon vous, selon votre expérience, que pensez-vous de l'événementiel de demain ? Qu'est-ce que l'événementiel va devenir, à votre avis ? C'est une question toujours très vaste. Vous n'avez pas 2 heures, mais voilà, si vous avez quelques idées sur cette thématique. Effectivement, c'est très vaste. Surtout avec le contexte actuel, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais je pense que les gens voudront quand même avoir de l'événementiel physique et il n'y aura pas que de l'événementiel digital, même si il s'est beaucoup développé là pendant toute cette période. Je suis pas sûre que ça prenne le dessus sur l'événementiel classique, on va dire. Et je pense que l'événementiel a encore de belles années devant lui. Stéphane, est-ce que tu as une opinion qui rejoint celle d'Amandine, peut-être ? Complètement. Je rejoins complètement Amandine. Et parce que si c'était pas le cas, je réfléchirais dès maintenant à faire autre chose. C'est ça. Parce que je suis profondément attaché au côté humain. Non, par contre, je pense que cette année aura quand même été un énorme accélérateur sur le développement du digital et que les événements de demain incluront beaucoup plus de digital que c'était le cas avant. Ça aura réduit aussi certainement les déplacements de certains collaborateurs donc en avion. Maintenant, il y a qu'à voir aujourd'hui sur Annecy où je suis aujourd'hui le nombre de personnes en terrasse. Sur un côté individuel, tout le monde a envie de bouger. Nous, nos clients sont dans le même état d'esprit. Ils ont maintenu du digital pour maintenir une communication avec leurs collaborateurs ou leurs clients ou leurs distributeurs, mais tout le monde a envie de se voir et je pense qu'on s'est rendu compte aussi que on n'obtient pas, on va dire, les mêmes ressentis quand on est à distance, ça c'est sûr, et que les patrons demain réfléchiront quand même à ce côté présentiel. Comme permettant justement ces interactions vraiment humaines entre les gens et c'est ce qui reste en fait après un événement et qui permet aux collaborateurs d'être bien sur la période à venir. Je suis contente parce qu'à chaque fois on finit sur une note positive à travers cette question, mine de rien, donc c'est quand même plutôt encourageant. Écoutez, je vous remercie en tout cas vivement pour votre partage d'expérience. Je pense que ça a été riche et complémentaire surtout entre vos 2 points de vue. Je vous remercie en tout cas. Merci Chloé. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Toute l'équipe du club événementiel de l'association Alumni IAE Savoie Mont-Blanc vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du club événementiel est de rassembler et d'animer la communauté des professionnels de l'événementiel issus de l'IAE Savoie Mont-Blanc. Si vous êtes un ou une ancienne étudiante et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez écrire à réseau.master.événementiel@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like pour nous encourager et surtout de partager cet épisode à vos camarades de promo, mais pas que.